Une fille de Dupianta a marché 3 miles dans la chaleur du Texas portant rien, mais une clé de moto. Quand elle a atteint le clubhouse des Hells Angels et leur a dit elle voulait vendre la Harley de son père mort pour sauver sa mère mourante, le visage du président du club est devenu blanc. Il a reconnu le modèle de moto immédiatement. Ce qu'il a dit ensuite a fait pleurer des hommes adultes. Et en 1 heure, 250 moteurs rugissants déchiraient sa rue. Ce qu'ils ont fait quand ils ont vu cette Harley assise dans son allée a changé sa vie pour toujours. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Le soleil du matin était déjà brutal quand Harper s'est réveillé. Cette épaisse, oppressive chaleur du Texas qui s'installe surtout avant 8 heures du matin et ne lâche pas jusqu'à longtemps après la tombée de la nuit. Mais la chaleur n'était pas ce qui faisait sa poitrine se sentir serrée. C'était le son venant de la chambre de sa mère, ou plutôt, le manque de son. La respiration de sa mère avait changé pendant la nuit. C'était peu profond maintenant, rauque. Chaque souffle semblait comme il prenait tout ce qu'elle avait juste pour le tirer dedans. Harper se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant la poitrine de sa mère monter et descendre avec une lutte qui faisait les propres poumons d'Harper souffrir par sympathie. Sa mère a essayé de s'asseoir, a échoué, a essayé encore. Ses bras tremblaient avec l'effort, et elle s'est effondrée en arrière sur l'oreiller, les yeux serrés de frustration et de douleur. Elle n'avait même plus la force de sortir du lit. Harper n'a rien dit. Que pouvait-elle dire? Elle combattait cette bataille depuis des mois. Sa mère avait été forte si longtemps, travaillant en double service même quand elle se sentait horrible, souriant à travers l'épuisement, promettant à Harper que tout irait bien. Mais les choses n'allaient pas bien. Elles n'avaient pas été bien depuis longtemps. Harper a marché lentement vers la cuisine. La pile de papier sur la table semblait avoir grandi pendant la nuit. Factures médicales avec des timbres rouges à travers elles, avis finaux, lettres de recouvrement, et là, juste au-dessus, l'avis d'expulsion. 14 jours. C'est tout ce qu'ils avaient laissé. 14 jours avant qu'ils perdent la seule maison que Harper avait jamais connue. Elle a touché le bord de l'avis d'expulsion, ses petits doigts traçant les lettres grasses. Sa mère avait essayé de le cacher sous les autres papiers, mais Harper l'avait trouvé il y a 2 jours. Elle n'avait rien dit. Quel était le but? Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait plus d'options. Ils avaient vendu tout ce qu'ils pouvaient vendre. Les bijoux de sa mère, la télévision, les beaux meubles que la grand-mère d'Harper leur avait laissés. Tout cela parti, nourri dans la bouche affamée, sans fin de la dette médicale. Mais il restait une chose. Harper s'est retourné et a regardé par la fenêtre de la cuisine. Là, assise dans l'allée sous une bâche décolorée, était la Harley Davidson de son père. La dernière pièce de lui qu'ils avaient. La moto qu'il avait aimée plus que tout sauf sa famille. La moto que sa mère ne pouvait pas se résoudre à vendre. Même quand les factures ont commencé à s'accumuler, même quand la nourriture manquait, même quand la vie d'expulsion est arrivée, c'était une belle machine. Harper ne savait pas grand-chose sur les motos, mais elle savait que son père avait passé chaque moment libre à travailler sur cette moto, polissant le chrome jusqu'à ce qu'il brille, ajustant le moteur jusqu'à ce qu'il ronronne comme un chat satisfait. Il s'asseyait là pendant des heures, et parfois Harper lui apportait de la limonade, et il la soulevait sur le siège et lui racontait des histoires sur la route ouverte. Cette moto était sacrée. C'était de la mémoire faite métal. C'était l'odeur de la veste en cuir de son père et le son de son rire et le sentiment d'être en sécurité dans ses bras. Mais sa mère mourait. Harper a pris une décision ce matin-là qui amènerait 250 étrangers à sa porte. Elle a marché vers le petit tiroir où sa mère gardait des choses importantes, clés, documents, photographies, et là sur un porte-clés en cuir usé était la clé de la Harley de son père. Harper l'a ramassée. Le métal était frais et lourd dans sa paume, plus lourd qu'il ne devrait l'être pour quelque chose de si petit. Ou peut-être c'était juste le poids de ce qu'il représentait. La dernière connexion, le dernier au revoir, la fin d'avant,
et le pari désespéré sur l'après. Elle a fermé ses doigts autour de lui serrés. Sa mère serait furieuse si elle savait. Sa mère pleurerait et dirait qu'il trouverait un autre moyen. Mais Harper avait entendu sa mère pleurer dans la salle de bain la nuit dernière quand elle pensait qu'Harper dormait. Elle avait entendu sa mère au téléphone avec l'hôpital, suppliant pour plus de temps, promettant de payer, sa voix se brisant à chaque mot. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait plus de temps. Harper avait 8 ans, mais elle a compris quelque chose ce matin-là que la plupart des enfants n'ont jamais à apprendre. Parfois, l'amour signifie lâcher prise. Parfois, le sacrifice est le seul choix restant. Parfois, une petite fille doit devenir l'adulte parce que l'adulte ne peut plus le faire. Elle a glissé la clé dans sa poche et est retournée dans la chambre de sa mère. Sa mère dormait maintenant ou était inconsciente. Harper n'était plus sur lequel. Elle s'est penchée et a embrassé le front de sa mère. C'était brûlant. Harper a chuchoté « Je vais arranger ça, maman, je promets ». Puis elle s'est retournée et est sortie par la porte d'entrée, se dirigeant vers le son de moteur de moto lointain, serrant la clé de son père comme une bouée de sauvetage, sans idée qu'elle était sur le point de marcher dans les bras d'hommes qui changeraient tout. Harper se tenait dans l'embrasure de la porte un instant, regardant en arrière la petite maison qui contenait tout ce qu'elle savait. La respiration laborieuse de sa mère était le seul son coupant à travers le calme du matin. Elle avait besoin de laisser quelque chose, une explication, une certaine assurance qu'elle ne s'enfuyait pas juste. Elle a trouvé un morceau de papier et un crayon sur le comptoir de la cuisine. Son écriture était soignée, les lettres grandes et inégales, la manière dont l'écriture d'un enfant est quand ils essaient de leur mieux pour être compris. « Maman, je suis allé chercher de l'aide. Je serai de retour bientôt. Je t'aime plus que le ciel entier. Harper. » Elle a dessiné un petit cœur en bas et a placé la note sur l'oreiller à côté de la tête de sa mère. Puis elle est sortie dans la chaleur du Texas avec rien que la clé de la Harley de son père, portant un t-shirt rose délavé et un jean qui était un peu trop court parce qu'elle avait grandi depuis l'été dernier, et il n'y avait pas d'argent pour de nouveaux vêtements. Elle avait entendu les motos la nuit précédente, un tonnerre lointain roulant à travers l'air du soir. Son père avait l'habitude de parler du son des Harleys en groupe, comment on pouvait le sentir dans sa poitrine avant de l'entendre avec ses oreilles, comment c'était comme un battement de cœur, le battement de cœur de la route, il avait dit. Et la nuit dernière, allongé dans son lit, écoutant les souffles laborieux de sa mère, Harper avait entendu ce battement de cœur au loin et s'était souvenu de quelque chose que son père avait dit une fois. Quelque chose à propos de frères, quelque chose à propos de la famille sur la route, quelque chose à propos de gens qui ne laissaient jamais un des leurs derrière. Elle n'avait pas de plan exactement, juste un espoir désespéré, fragile que quiconque faisait ce son pourrait comprendre, pourrait aider, pourrait voir une petite fille avec la clé de son père et reconnaître qu'elle offrait quelque chose de sacré. Alors Harper a suivi le son. Elle a marché dans sa rue, passant devant les voisins qui commençaient juste à se réveiller, passant devant le magasin du coin avec l'auvent délavé, passant devant l'église avec le panneau cassé. Elle a marché dans la direction de ce grondement lointain, le laissant la tirer en avant comme une corde qu'elle ne pouvait pas voir, mais pouvait sentir enrouler autour de son cœur. Le soleil du Texas montait plus haut. La chaleur pesait sur elle comme un poids physique. La sueur trempait le dos de sa chemise. Sa gorge est devenue sèche. Elle n'avait pas pensé à apporter de l'eau, n'avait pas pensé à grand-chose d'autre que d'avancer, suivant ce son, trouvant de l'aide. Ses chaussures étaient de vieilles baskets, des articles de seconde main d'un cousin, et la semelle de celle de gauche se détachait. Elle claquait à chaque pas. Un coup rythmique contre le trottoir chaud. Clac, pas, clac, pas. Le son est devenu un métronome marquant sa progression, marquant le temps, marquant la distance entre le désespoir et l'espoir. Elle n'avait aucune idée que les hommes vers qui elle marchait connaissaient le nom de son père par cœur.
Après le premier mile, Harper a dû s'arrêter. Il y avait un banc de bus sous un arbre chétif qui fournissait d'environ 6 pouces d'ombre. Elle s'est assise, ses jambes lui faisaient mal, ses pieds brûlaient. Elle a tiré la clé de sa poche et l'a fixée du regard. Le porte-clés en cuir était usé lisse par les mains de son père. Combien de fois avait-il tenu cette même clé? Combien de trajets avaient commencé avec le tour de ce petit morceau de métal? Elle a pensé à faire demi-tour, rentrer chez elle, se glisser au lit à côté de sa mère et faire semblant que tout allait bien. Mais alors elle s'est souvenue du son de la respiration de sa mère, le râle dans sa poitrine, la façon dont elle ne pouvait même plus s'asseoir, et Harper s'est levé et a continué à marcher. Le deuxième mile était plus difficile. Ses jambes se sentaient lourdes. Chaque pas prenait un effort conscient. La chaleur scintillait de l'asphalte en vagues, rendant le monde liquide et instable. Une voiture l'a dépassé, le conducteur jetant un coup d'œil avec inquiétude à la vue d'une petite fille marchant seule dans la chaleur. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Personne ne s'est arrêté. Harper ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent. Ce n'était pas leur fardeau à porter. Elle comptait ses pas parfois pour se distraire de la douleur dans ses pieds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parfois, elle chantait des chansons que son père lui chantait autrefois. Vieilles chansons country sur la route et la liberté, et trouvait son chemin vers la maison. Sa voix était petite et mince contre le vaste ciel du Texas, mais elle lui tenait compagnie. Cela lui rappelait pourquoi elle faisait ça. Au troisième mile, le son des motos devenait plus fort, plus proche, plus distinct. Elle pouvait entendre des moteurs individuels maintenant, pas juste le grondement collectif. Son cœur a commencé à battre plus vite, bien que si c'était par espoir ou par peur, elle ne pouvait pas dire. Peut-être les deux. Ses chaussures étaient couvertes de poussière. Son visage était rouge de chaleur. Ses cheveux collaient à son front en mèches moites, mais sa main n'a jamais lâché cette clé. Ses doigts étaient crispés à force de le tenir si serré si longtemps. Mais elle n'a pas desserré sa prise. Cette clé était son billet, sa monnaie d'échange, sa dernière chance. Si vous avez déjà eu à faire un choix impossible pour sauver quelqu'un que vous aimez, alors vous comprenez ce que Harper a ressenti à ce moment-là. Le poids de cela, la peur que vous fassiez la mauvaise chose mélangée à la certitude que vous devez faire quelque chose. La connaissance qu'une fois que vous faites ce pas, il n'y a pas de retour en arrière. Tout change. Tout doit changer parce que rester le même signifie perdre ce qui compte le plus. Harper était sur le point de marcher dans quelque chose qu'elle n'attendait jamais. Les sons de moto venaient d'un bâtiment en avant. Une structure basse, étendue avec des motos garées devant. Beaucoup de motos, plus de motos qu'Harper n'en avait jamais vu en un seul endroit. Chrome brillant au soleil, sièges en cuir, drapeau américain, et des hommes. Des douzaines d'hommes en gilets de cuir et jeans usés debout, autour parlant, riant, travaillant sur leur machine. Harper s'est arrêté au bord de la propriété. Son courage, qui l'avait porté 3 miles à travers la chaleur du Texas, a soudainement flanché. C'étaient de grands hommes, des hommes rudes. Des hommes avec de longues barbes et des tatouages et des expressions qui semblaient dures, jusqu'à ce que vous vous approchiez assez pour voir les lignes autour de leurs yeux des années à plisser les yeux dans le soleil et le vent. Mais elle était devenue si loin. Elle avait marché 3 miles. Elle avait laissé sa mère seule et mourante. Elle ne pouvait pas revenir en arrière maintenant. Harper a pris une profonde inspiration, a serré son petit poing plus fort autour de la clé de son père et a marché vers le clubhouse du chapitre Texas des Hells Angels. Le clubhouse du chapitre Texas des Hells Angels était assis au bout d'une longue allée de gravier, entouré de plus de motos qu'Harper ne pouvait en compter. L'air lui-même semblait vibrer avec la présence de tant de chrome et d'acier et de puissance brute. Certaines des motos étaient en train d'être travaillées, des outils éparpillés sur le sol à côté d'elles. D'autres brillaient au soleil, polis à la perfection miroir, leurs propriétaires se tenant à proximité, avec des chiffons à la main,
faisant de petits ajustements qui n'avaient probablement pas besoin d'être faits, mais leur donnaient une excuse pour être près de leur machine. Les hommes eux-mêmes ressemblaient exactement à ce que Harper avait attendu, et à rien de tel en même temps. Ils étaient massifs, la plupart d'entre eux. De larges épaules tendues contre des gilets de cuir. Des bras couverts de tatouages qui racontaient des histoires que Harper ne pouvait pas lire, mais dont elle pouvait sentir le poids. De longues barbes, certaines grises, certaines encore foncées, bandanas et lunettes de soleil, bottes qui avaient vu 1000 miles de route. Ils semblaient dangereux. Ils ressemblaient au genre d'homme dont sa mère lui aurait dit de rester loin. Mais Harper n'avait pas le luxe de rester loin. Elle se tenait au bord de la propriété, figée. Ses pieds l'avaient porté 3 miles, mais maintenant il semblait enraciné au sol. Son courage, qui avait brûlé si fort quand elle avait quitté le chevet de sa mère, vacillait comme une bougie dans le vent. Ces hommes riaient, parlaient fort, leur voix rauque et profonde. L'un d'eux racontait une histoire, ses mains gesticulant sauvagement, et les autres éclataient de rire, le son de leur rire roulant à travers la cour comme le tonnerre. La main d'Harper était toujours enroulée autour de la clé de son père. Elle pouvait sentir les rainures de celle-ci pressées dans sa paume. Elle a pensé à sa mère, au son de sa respiration, à la vie d'expulsion, à être venue tout ce chemin pour rien si elle faisait demi-tour maintenant. Elle a fait un pas en avant, puis un autre. Ses chaussures usées craquaient sur le gravier. Le son a tout traversé. En un instant, chaque conversation s'est arrêtée. Chaque rire est mort à mi-souffle. Chaque tête s'est tournée en parfait unisson vers la petite silhouette marchant vers eux. Une fille de 8 ans, poussiéreuse et en sueur, son visage rougi par la chaleur, ses vêtements usés, ses chaussures en train de se désagréger, marchant au cœur d'un clubhouse de motards, comme si elle avait tout le droit d'être là. Le silence était absolu, complet. Le genre de silence qui se sent lourd, qui presse contre votre peau, qui fait que le temps semble ralentir et s'étirer. Des douzaines de pères d'yeux fixés sur Harper. Certains curieux, certains confus, certains concernés. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. Ils ont juste regardé cette petite fille marcher vers eux avec de la détermination écrite sur son petit visage. Puis un homme s'est avancé. Il était plus âgé que la plupart des autres, sa barbe plus grise que noire, son visage buriné par des années de soleil et de vent et de route. Il y avait une autorité dans sa façon de bouger, un commandement silencieux qui rendait clair sans mots que c'était l'homme en charge, le président du chapitre, celui que les autres regardaient. Il a marché lentement vers Harper, son expression un mélange d'inquiétude et de confusion. Quand il s'est approché assez, il s'est accroupi à son niveau des yeux, ses genoux craquant légèrement avec le mouvement. Sa voix, quand il a parlé, était étonnamment douce. « Chérie, tu es perdue. » Harper a secoué sa tête. Sa gorge se sentait serrée. Sa voix, quand elle est sortie, était plus petite qu'elle ne voulait qu'elle soit, tremblante d'épuisement et de peur et d'espoir désespéré. « Non, monsieur, je veux vendre la Harley de mon papa. » Elle a avalé difficilement, forçant les mots à sortir. « J'ai besoin d'argent pour aider ma maman. Elle est malade. Elle est vraiment malade et je suis trop petite pour apporter la moto ici. Mais elle est chez moi. C'est une bonne moto. Mon papa en a vraiment bien pris soin. » Les sourcils du président se sont levés. Il a jeté un coup d'œil en arrière aux autres hommes. Plusieurs d'entre eux s'étaient rapprochés, formant un demi-cercle lâche autour de la petite fille. Leur visage montrait un mélange d'émotions. Sympathie, confusion. Respect pour une enfant assez brave pour marcher dans leur territoire, demandant de l'aide. Le président a regardé de nouveau Harper. Sa voix était prudente maintenant, mesurée. « Où est ton papa, chérie? Pourquoi n'est-il pas ici? » Les yeux de Harper sont tombés au sol. Il est mort il y a 2 ans. C'est juste moi et maman maintenant, et elle ne peut pas. Elle ne peut plus travailler. Et les factures. Sa voix s'est brisée.
Elle s'est arrêtée, et a pris une respiration, s'est étudiée. 8 ans et déjà devoir être tellement plus brave que tout enfant ne devrait avoir à l'être. Le président était silencieux un instant. Puis, il a posé la question qui changerait tout. Quel est le nom de ton papa? Harper l'a regardé. Elle a dit le nom complet de son père clairement, fièrement, la façon dont les enfants le font quand ils honorent quelqu'un qu'ils aiment. L'effet a été instantané et dévastateur. Le visage du président est devenu complètement blanc. La couleur a drainé de ses joues comme si quelqu'un avait tiré une prise. Ses yeux se sont écarquillés, puis encore plus. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun son n'est sorti. Derrière lui, il y a eu des halètements. Harper prend une respiration. Un homme a en fait trébuché en arrière d'un pas. La main d'un autre a volé à sa bouche. Le silence qui a suivi n'était pas comme le premier silence quand Harper était arrivé. Ce silence avait été surpris, curieux. Ce silence était choqué, lourd de reconnaissance et d'incrédulité et d'émotions soudaines, accablantes. Ce silence faisait mal. Des hommes qui semblaient n'avoir jamais eu peur de rien dans leur vie semblaient effrayés maintenant. Non du danger, non de la violence, du chagrin, de la perte, d'un fantôme soudainement rendu réel sous la forme d'une petite fille tenant une clé de moto. Les mains du président tremblaient. Il les a pressées contre ses genoux pour les stabiliser. Sa voix, quand il l'a finalement trouvée, était à peine plus qu'un murmure. Cheval cassé enfant, il a dû s'arrêter, éclaircir sa gorge, essayer encore. Enfant, ton papa a roulé avec nous. Les mots pendaient dans l'air comme de la fumée. Derrière lui, des hommes commençaient à murmurer le nom de son père, le disant encore et encore comme une prière ou une malédiction ou les deux. Certains d'entre eux avaient des larmes dans les yeux. Ces hommes durs, ces hommes rudes, ces hommes qui semblaient avoir tout vu ce que le monde avait à offrir et n'avaient pas cligné des yeux pleuraient. Nous l'avons perdu de vue. Le président a continué, sa voix plus stable maintenant, mais toujours épaisse d'émotion. Années auparavant, il a juste disparu. Nous l'avons cherché. Dieu, nous avons cherché, mais nous n'avons jamais. Il s'est arrêté et secoué sa tête. Nous n'avons jamais su qu'il avait une famille. Nous n'avons jamais su qu'il avait une petite fille. Les yeux de Harper étaient grands. Vous connaissiez mon papa, le connaissez. Le président a laissé échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot. Chérie, ton papa était l'un des nôtres. C'était un frère. Nous avons roulé ensemble pendant des années. Sa voix s'est brisée complètement. Il a regardé les hommes derrière lui et quelque chose est passé entre eux. Une compréhension, une décision prise sans mots. Ce qui s'est passé dans les 60 secondes suivantes mobiliserait tout le chapitre du Texas. Le président s'est levé, sa taille pleine impressionnante, imposante. Il s'est tourné pour faire face à l'homme assemblé, et quand il a parlé, sa voix portait le poids de l'autorité absolue, et du chagrin absolu, et de la détermination absolue. Garçon enfourché, le commandement du président planait dans l'air. Mais avant que quiconque ne bouge, avant que les moteurs ne rugissent à la vie, il y a eu un moment sacré, terrible, où le passé a percuté le présent et a laissé tout le monde debout dans l'épave, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Les allaitements avaient commencé la seconde où Harper a dit le nom de son père. Mais maintenant, ils se sont transformés en quelque chose de plus. Murmures, chuchotements, des hommes se tournant les uns vers les autres avec des expressions d'incrédulité et de reconnaissance naissante. Un motard, un homme avec de l'argent courant à travers sa barbe noire, a mis sa main sur son cœur comme s'il avait été frappé. Un autre a fermé ses yeux et a penché sa tête en arrière vers le ciel, ses lèvres bougeant dans ce qui aurait pu être une prière ou aurait pu être juste le nom de son père dit encore et encore. Ils le disaient tous maintenant, le nom de son père ondulant à travers la foule comme une pierre jetée dans l'eau calme, les cercles se propageant vers l'extérieur, touchant tout le monde. Certains le disaient avec émerveillement,
certains avec chagrin, certains avec le genre de révérence que l'on réserve aux morts qui importaient, qui vous ont façonné, qui ont laissé un trou quand ils sont partis. Je me souviens quand il a fait sa première prospection, a dit un homme, sa voix épaisse. Le gamin avait une peur bleue mais ne le montrait pas, avait plus de cœur que de bon sens. Vous vous souvenez de cette virée à El Paso? Un autre a ajouté, la tempête est sortie de nulle part et il nous a tous gardés ensemble. Personne n'a été laissé derrière. C'était lui, toujours s'assurant que personne n'était laissé derrière. Il pouvait tout réparer, a offert quelqu'un d'autre. Problèmes de moteur, problèmes électriques et ça n'avait pas d'importance. Donnez-lui une clé et une heure, il vous remettrait sur la route. Les souvenirs sont revenus en flot. Chaque homme ajoutant une pièce au puzzle. Reconstruisant une image du père de Harper qu'elle n'avait connu que comme papa. Il le connaissait comme frère, comme capitaine de route, comme le gars qui vous couvrait toujours, comme celui qui vous donnerait son dernier dollar si vous en aviez besoin, comme l'homme qui pouvait vous faire rire quand la route devenait dure et les nuits longues. Le président s'est retourné vers Harper. Ses yeux étaient maintenant cerclés de rouge, brillants de larmes qu'il était trop fier de laisser tomber, mais ne pouvait pas tout à fait retenir. Il s'est accroupi de nouveau, se mettant à son niveau. Et quand il a parlé, sa voix portait un poids d'histoire qu'Harper pouvait sentir, même si elle ne pouvait pas le comprendre entièrement. Ton papa était l'un des nôtres, petite, l'un des meilleurs d'entre nous. Nous avons roulé ensemble pendant 5, peut-être 6 ans. Il était là quand je me suis patché. J'étais là quand il a gagné ses full colors. Le président a touché l'écusson sur son propre gilet, le crâne et les ailes qui le maquaient comme un Hells Angel. Ça signifie quelque chose. Ça signifie tout. Ça signifie ta famille pour la vie. Ça signifie que tes frères mourront pour toi et tu mourras pour eux. Ça signifie quand tu disparais, quand tu t'évanouis juste un jour sans un mot, ça déchire un trou dans tous ceux qui te connaissaient. Il a fait une pause, se reprenant. Nous l'avons cherché pendant des mois. Nous avons cherché à appeler chaque hôpital, chaque prison, chaque chapitre d'ici à la Californie. Rien. C'était comme s'il s'était juste dissous dans l'air. Certains d'entre nous pensaient peut-être qu'il avait eu des problèmes. Certains pensaient peut-être qu'il voulait partir et étaient trop effrayés pour le dire. Certains pensaient qu'il s'était arrêté, ne pouvaient pas dire ce que certains pensaient, mais aucun de nous, pas un seul homme ici, ne savait qu'il avait une famille, ne savait qu'il avait une fille. Si nous avions su. Les yeux de Harper se remplissaient maintenant, les larmes s'accumulant et s'accumulant jusqu'à ce qu'elles débordent et coulent sur ses joues poussiéreuses. Sa voix est sortie en un murmure. Il est mort il y a 2 ans. Les mots ont atterri comme un coup physique. Des hommes y ont tressailli. Certains se sont détournés. Celui avec la barbe argentée a fait un son comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Un autre a claqué son poing contre sa moto. Le tintement de métal sur métal aigu et en colère et impuissant. « Comment ?» a demandé le président, bien que sa voix suggérait qu'il n'était pas sûr de vouloir savoir. « Accident », a dit Harper, sa voix petite. À son travail, il était mécanicien au magasin de la 5e rue. Quelque chose est tombé. Ils ont dit que c'était rapide. Ils ont dit qu'il n'avait pas souffert. Elle a récité les mots comme si elle les avait entendus 1000 fois, comme s'ils avaient été gravés dans sa mémoire, mais n'avaient jamais vraiment eu de sens. Comment partie pouvait être rapide? Comment partie pouvait ne pas faire mal? Le président a fermé ses yeux. Une seule larme s'est échappée et a coulé dans sa barbe. Quand il a rouvert ses yeux, il y avait quelque chose de féroce là, quelque chose de déterminé. Il a quitté la vie pour prendre soin de toi et de ta maman. C'est pourquoi il a disparu. Il ne nous a pas abandonnés. Il t'a choisi. Il a choisi d'être un papa plutôt que d'être un frère. Et que sa voix s'est brisée. C'est la chose la plus honorable qu'un homme puisse faire. Autour d'eux, des hommes pleuraient ouvertement. Maintenant, ce n'était pas le genre d'homme qui pleurait facilement.
C'étaient des hommes qui avaient vu des bagarres de bar et des accidents de la route, et des frères perdus en prison et pire. C'étaient des hommes à qui on avait enseigné toute leur vie que les larmes étaient une faiblesse. Mais ils pleuraient maintenant parce que le chagrin n'est pas une faiblesse. L'amour n'est pas une faiblesse. Et la réalisation que l'un des leurs avait été là, luttant, était mort seul, avait laissé derrière lui une petite fille qui se tenait maintenant dans leur clubhouse essayant de vendre sa moto pour sauver sa mère. Ce n'était pas quelque chose que vous pouviez affronter les yeux secs. « Qu'est-il arrivé à ta maman? » a demandé le président gentiment. « Elle est tombée malade environ 1 an après la mort de papa. Cancer. Elle a continué à travailler aussi longtemps qu'elle le pouvait, mais maintenant elle ne peut plus sortir du lit. Et les factures. » La voix de Harper a vacillé. Les factures ne cessent d'arriver et nous avons vendu tout le reste. Et la seule chose qui reste est la moto de papa. Et je sais que maman ne voulait pas la vendre parce que c'est tout ce qui nous reste de lui, mais elle est en train de mourir et je ne peux pas. Les mots sont sortis de plus en plus vite jusqu'à ce qu'ils se dissolvent en sanglots. Je ne peux pas la perdre, elle aussi. Je ne peux pas être seul. C'était le moment où tout a changé. Non quand Harper est arrivée, non quand elle a dit le nom de son père, mais juste ici, juste maintenant, quand cette petite fille qui avait marché 3 miles dans la chaleur du Texas, portant rien qu'une clé et une prière, est finalement craqué et a montré à ces hommes durs à quel point, complètement, désespérément seule elle était. Le président a tiré Harper dans ses bras. Cet homme massif avec son visage buriné et sa barbe grise et son gilet de cuir a tenu cette toute petite fille contre sa poitrine pendant qu'elle pleurait. Et il a regardé par-dessus sa tête ses frères, et ils ont tous vu la même chose dans ses yeux, la même promesse, le même serment. Le président a pris une décision juste là qui secouerait tout le quartier. Il s'est levé, tenant toujours la main d'Harper, et s'est tourné pour faire face à ces hommes. Sa voix, quand il a parlé, était stable et forte, et portait le genre d'autorité qui vient de savoir sans question que chaque homme là le suivrait en enfer lui-même s'il demandait de monter. Ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'Harper se souviendrait pour le reste de sa vie, quelque chose qu'elle raconterait à ses propres enfants un jour, quelque chose qui serait gravé dans sa mémoire si profondément que même des décennies plus tard, elle pourrait fermer les yeux et tout ressentir à nouveau. Le commandement du président avait été simple. 2 mots, man up. Mais ces 2 mots ont déclenché une réaction en chaîne qui a transformé tout le clubhouse d'un lieu de chagrin et de choc en quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de primal, quelque chose de puissant, quelque chose qui ressemblait à la justice prenant forme physique. Le premier moteur a rugi à la vie, puis un autre, puis 3 de plus. Puis soudainement, tout à coup, l'air lui-même a explosé de son. 250 moteurs Harley-Davidson tirant en succession rapide, chacun ajoutant sa voix à un cœur qui n'était pas juste entendu mais ressenti, ressenti dans votre poitrine, ressenti dans vos os, ressenti dans le sol sous vos pieds. Le bruit était accablant, glorieux, terrifiant par son ampleur. Ce n'était pas juste du son, c'était de la puissance rendue audible. C'était de la fureur et de la loyauté et de la fraternité condensées en pure vibration. Le genre de son qui annonce que quelque chose d'important se passe, que le monde est sur le point de changer, que tout est sur le point de changer. Harper n'avait jamais rien entendu de tel. La Harley unique de son père avait été bruyante, bien sûr, mais c'était différent. C'était une armée qui se mobilisait. C'était du tonnerre en bouteille et déchaîné. Les ondes sonores l'ont frappé en impulsion physique, faisant fouetter ses cheveux en arrière, faisant flotter ses vêtements contre son corps. Elle pouvait le sentir dans ses dents, dans ses poumons, dans son cœur, qui battait soudainement en rythme avec les moteurs. Le président a ramassé Harper comme si elle ne pesait rien. Ses mains étaient douces malgré leur taille, prudentes malgré leur callosité. Il l'a soulevée sur le siège de sa moto, un Road King massif avec du chrome qui brillait comme de l'argent liquide au soleil.
Le siège était encore chaud du soleil du Texas, le cuir doux et usé lisse par des milliers de miles. Tu as déjà été sur une moto avant? A-t-il demandé, sa voix à peine audible par-dessus le grondement des moteurs. Harper a secoué sa tête, ses yeux grands ouverts. Juste tiens-toi à moi, Tim, a-t-il dit. Et n'ayez pas peur, tu es plus en sécurité en ce moment que tu ne l'as jamais été dans ta vie. Il est monté devant elle et Harper a enroulé ses petits bras autour de sa taille. Le cuir de son gilet était chaud et sentait la poussière de route et l'huile de moteur et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas nommer. Quelque chose qui lui rappelait son père. Peut-être que tous les moteurs sentaient comme ça, comme la liberté et la loyauté et les miles parcourus. Le convoi a commencé à se former. Cela s'est passé avec une précision qui parlait d'années à rouler ensemble. Des décennies à savoir qui roulait où, qui flanquait qui menait et qui suivait. Le président a pris la tête. Harper assis derrière lui. Puis est venu le capitaine de route, puis le sergent d'armes. Puis le reste est tombé en formation 2 par 2. Un serpent massif de chrome et d'acier et de cuir s'étendant en arrière et en arrière et en arrière. D'en haut, cela aurait ressemblé à quelque chose d'un film. Du sol, on aurait dit que la terre elle-même bougeait. Le grondement collectif de 250 Harleys au ralenti était une présence physique. L'air vibrait avec cela. Le sol tremblait. La poussière s'est levée du gravier en petits nuages. Le métal sur les motos bourdonnait et chantait avec la vibration. Puis ils ont commencé à bouger. La moto du président a roulé en avant la première et tout le convoi a suivi comme un seul organisme. Ils ont bougé lentement au début. Soigneusement, les petites mains d'Harper serrant le gilet du président plus fort alors qu'il prenait de la vitesse. Le vent a commencé à frapper son visage, chaud et sec, et sentant la poussière du Texas et l'essence et l'asphalte chaud. Le son, Dieu, le son. Avec les 250 motos se déplaçant ensemble, le rugissement était apocalyptique. Il a résonné sur les bâtiments. Il a déclenché des alarmes de voitures. Il a fait vibrer les fenêtres dans leur cadre. Les chiens ont aboyé. Les oiseaux ont pris leur envol. L'air même semblait se séparer devant eux alors qu'ils roulaient. Harper avait dit au président son adresse. Il connaissait le quartier. C'était seulement à quelques miles, mais ces miles se sont transformés alors que le convoi roulait. Les gens ont arrêté ce qu'ils faisaient. Les propriétaires de magasins sont venus à leur porte. Des voitures se sont garées sur le côté de la route. Des piétons sur les trottoirs se sont figés à mi-pas, leur téléphone sortant pour enregistrer ce qu'ils voyaient. Parce que vous ne voyez pas quelque chose comme ça tous les jours. Vous ne voyez pas 250 moteurs se déplaçant avec un boot à travers des rues résidentielles, leurs moteurs synchronisés, leur formation serrée, leur visage fixé de détermination. Certaines personnes semblaient effrayées. La plupart semblaient étranges. Tous savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de significatif, quelque chose dont on parlerait pendant des années. Alors qu'ils tournaient dans la rue Harper, les voisins sont sortis de leur maison. La vieille Madame Chun d'à côté qui y avait vécu pendant 40 ans. La famille Rodriguez d'en face avec leurs 5 enfants. Monsieur Patterson, le vétéran qui arborait toujours son drapeau. Ils sont tous sortis sur leurs porches et leurs pelouses, leurs mâchoires tombant, leurs yeux s'écarquillant alors que cet énorme convoi de Hells Angels roulait lentement dans leur rue suburbaine tranquille. Le sol a tremblé, les fenêtres donc cliquetaient. Le son était si fort qu'il a noyé tout le reste. Pas d'oiseaux chantants, pas de carillons éoliens, pas de sons normaux de quartier, juste le rugissement accablant, magnifique de 250 Harleys annonçant que l'aide était arrivée, que la famille rentrait à la maison, qu'une petite fille qui avait marché 3 miles seule n'aurait plus jamais à marcher seule. La petite maison d'Harper semblait encore plus petite maintenant, naine par cette massive démonstration de force et de loyauté et de fraternité. Le président a ralenti, tout le convoi ralentissant derrière lui, les moteurs toujours grondants, toujours remplissant l'air de son et de puissance.
Mais ce qu'ils étaient sur le point de trouver chez Harper mettrait à l'épreuve chaque homme là, les mettrait au défi de manière que les accidents de la route et les bagarres de bord et les peines de prison n'avaient jamais fait. Parce qu'assise dans cette allée sous une bâche délavée était plus qu'une simple moto. C'était un mémorial. C'était un morceau d'un homme qu'ils avaient aimé et perdu. C'était un terrain sacré. Et chacun d'entre eux le savait au moment où ils l'ont vu. Si vous croyez que la famille n'est pas juste le sang, c'est la loyauté. Alors vous comprenez ce qui a poussé ces hommes à la porte de Harper. Vous comprenez que la fraternité n'est pas à propos de gilets de cuir ou de clubs de moto ou de routes partagées. C'est à propos de se présenter. C'est à propos d'être là quand quelqu'un a besoin de vous. Même si ce quelqu'un est un étranger, même si ce quelqu'un est une fille de 8 ans qui se trouve être la fille d'un homme que vous avez autrefois appelé frère. La famille n'est pas juste les gens qui partagent votre nom. La famille est les gens qui répondent à l'appel. Les gens qui arrivent 250 forts quand une petite voix demande de l'aide. Les moteurs ont commencé à se calmer alors que le convoi s'arrêtait. Un par un, les moteurs ont coupé leur moteur. Et dans le silence relatif soudain, vous pouviez entendre le son des bottes frappant le pavé, le grincement du cuir, le tintement des clés et des chaînes. 250 hommes descendant, se tenant en formation, leurs yeux tous concentrés sur une chose. La Harley couverte de bâches assise dans l'allée de Harper, attendant de raconter son histoire. Harper Street n'avait jamais rien vu de tel, n'avait jamais rien entendu de tel, n'avait jamais ressenti le poids de tant de présence. Tant d'émotions brutes concentrées en un seul endroit. Son quartier suburbain tranquille, où le son le plus fort était généralement monsieur. La tondeuse à gazon de Patterson les samedis matins avait été transformée en quelque chose d'entièrement différent, en terre sacrée, en un lieu où le passé et le présent se sont heurtés avec une telle force que tous ceux qui en ont été témoins savaient qu'ils se tenaient au bord de quelque chose de profond. Le président a aidé Harper à descendre de sa moto. Ses jambes étaient tremblantes, que ce soit du trajet ou de l'épuisement ou de l'ampleur accablante de ce qui se passait. Elle ne pouvait pas dire, peut-être les trois. Il a gardé sa main sur son épaule, stable et rassurant alors qu'il marchait vers son allée. La bâche était délavée par le soleil, un bleu qui avait été vibrant autrefois, mais maintenant semblait fatigué, usé. Comme si elle était restée là, protégeant quelque chose de précieux si longtemps qu'elle avait commencé à abandonner. La forme en dessous était inimitable. La courbe du réservoir de carburant, l'angle du guidon, le profil long et bas d'une Harley Davidson qui avait été construite pour la route et était maintenant piégée, immobilisée, attendant. Le président s'est avancé lentement vers elle, ses bottes raclant contre l'allée en béton, chaque pas délibéré, prudent, comme s'il s'approchait d'une tombe, ce qu'il était en quelque sorte. Derrière lui, les autres motards avaient formé un demi-cercle lâche, lui donnant de l'espace, mais restant proches. Leur visage était solennel, révérencieux. Ces hommes comprenaient ce qu'ils regardaient. Ils comprenaient que ce n'était pas juste du métal et du chrome et du caoutchouc, c'était un héritage. C'était une mémoire. C'était un frère figé dans le temps. Il a tendu la main et a saisi la bâche. Ses mains ont hésité juste un instant, planant au-dessus du tissu comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait trouver en dessous. Puis, avec une douceur qui semblait impossible pour des mains si grandes, il a tiré la bâche en arrière. La Harley a émergé de sous sa couverture comme une résurrection. Mode de poussière dansait au soleil. Le chrome était terni par le temps et la négligence, couvert d'une fine couche de poussière du Texas. Le siège en cuir était fissuré par endroits, desséché d'être assis et utilisé. La peinture sur le réservoir de carburant, autrefois noir brillant, avait perdu de son éclat. Mais sous tout cela, sous l'évidence de 2 ans d'immobilité, vous pouviez voir ce que cette moto avait été. Ce qu'elle était encore, c'était un Road King. Le même modèle que le président montait. Le même modèle que la moitié des hommes la montaient.
Mais ce n'était pas n'importe quel Road King. Le président connaissait cette moto. Il avait roulé à ses côtés pendant des années. Il avait regardé son frère polir ce réservoir de carburant exact. Il l'avait vu ajuster ses rétroviseurs exacts. Il avait entendu ce moteur spécifique rugir à la vie 1000 fois. Sa main a tendu et a touché le siège, ses doigts traçant la fissure dans le cuir. Sa voix, quand il a parlé, était à peine plus qu'un murmure. Mais dans le silence du moment, chaque homme là l'a entendu clairement. C'est à lui. Je connaîtrais cette moto n'importe où, une ondulation à traverser la foule, des hommes s'approchant, se tendant pour voir. Certains d'entre eux se souvenaient aussi de la moto. D'autres étaient juste attirés par le poids du moment, par l'émotion visible sur le visage de leur président. Un motard, un homme avec une longue queue de cheval grise et des traces de larmes tachant déjà ses joues burinées, a tendu la main et a touché le guidon comme si c'était une relique sacrée. « Je me souviens quand il a acheté ceci », a dit quelqu'un doucement. Économisé pendant 2 ans, a travaillé en double service dans 3 magasins différents. Quand il a finalement eu assez, nous avons tous roulé avec lui chez le concessionnaire. En a fait une journée entière. Il aimait cette moto plus que tout. Un autre a ajouté. Sa voix s'est étranglée. Sauf sa famille, je suppose. Sauf sa petite fille. Le président s'est redressé. Il a retiré ses lunettes de soleil et ses yeux étaient rouges et à vif. Il a regardé Harper, l'a vraiment regardé, voyant au-delà des vêtements poussiéreux et des chaussures usées et de la petite stature au courage en dessous, à l'amour féroce qu'il avait poussé 3 miles dans la chaleur, à la fille d'un homme qu'il avait autrefois juré de protéger. Debout là offrant la dernière pièce de son père parce qu'elle n'avait plus rien d'autre à donner, il a fouillé dans son gilet et a sorti son portefeuille, a compté des billets, plus de billets qu'Harper n'en avait jamais vus en un seul endroit. Il s'est agenouillé et les a pressés dans ses mains, repliant ses petits doigts autour de l'argent. « C'est 3 fois ce que cette moto vaut sur le marché, » a-t-il dit. « Nous ne profitons pas de la famille et ta famille maintenant. Tu comprends? Ta famille. » Harper a fixé l'argent dans ses mains. C'était assez, plus qu'assez, assez pour payer les factures en retard, assez pour acheter les médicaments de sa mère, assez pour garder la maison, assez pour respirer, pour survivre, pour avoir une chance. « Merci », a-t-elle chuchoté. Des larmes coulaient sur son visage. « Merci beaucoup. Vous pouvez prendre la moto maintenant. Elle est à vous. » Le président a souri, mais c'était un sourire triste, un sourire qui portait plus de poids qu'un homme de son âge ne devrait avoir à porter. Il a jeté un coup d'œil en arrière à ses frères et quelque chose est passé entre eux. Une conversation silencieuse, une décision unanime prise sans un seul mot prononcé. « Nous ne prenons pas la moto, chérie. » Harper a cligné des yeux, confuse. « Mais, je vous l'ai vendue. L'argent est à vous. La moto reste ici. » Il s'est levé, s'adressant à l'homme derrière lui maintenant. « Les gars, cette Harley rentre à la maison, de retour au clubhouse, mais pas parce que nous l'avons achetée, parce que nous la restaurons. Chaque égratignure polie, chaque fissure réparée, nouveau chrome, nouvelle peinture, tout ramené exactement comme c'était quand notre frère la conduisait. Et ensuite, elle sera exposée dans le clubhouse avec son nom au-dessus, honorant un homme qui a renoncé à la route pour être un père, honorant un frère à qui nous n'avons jamais pu dire au revoir. » Les hommes ont hoché la tête. Certains ont dit « Amen ». D'autres se sont juste tenus là avec des larmes dans les yeux, comprenant la signification de ce qui était offert. Ce n'était pas à propos de la propriété. Ce n'était pas à propos d'acheter une moto. C'était à propos de la préservation, de la mémoire, de s'assurer que le père d'Harper, un homme qui avait disparu de leur vie pour prendre soin de sa famille, ne serait jamais oublié. « Mais c'est ta moto », le président a continué, se tournant de nouveau vers Harper. « Elle le sera toujours. Quand tu seras plus grande, quand tu seras prête, si tu veux la conduire, elle est à toi de conduire. Si tu veux la garder dans le clubhouse comme mémorial,
Nous la garderons là pour toujours. C'est ton choix, ton héritage, le cadeau de ton père pour toi. Nous en prenons juste soin jusqu'à ce que tu sois prête à décider ce que cela signifie pour toi. Harper ne pouvait pas parler, ne pouvait pas trouver les mots pour ce qu'elle ressentait. Gratitude et chagrin et soulagement et incrédulité tous emmêlés dans sa poitrine jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Elle a juste hoché la tête encore et encore, des larmes coulant sur son visage. Les moteurs ont commencé à bouger alors, s'organisant sans avoir besoin qu'on le leur dise. Quelqu'un pour aller chercher une remorque d'un des véhicules de soutien. D'autres ont commencé à examiner soigneusement la moto, parlant à voix basse de ce qui devrait être fait. Nouveaux joints, vidange d'huile, purge de liquide de frein, remplacement de pneus, polissage de chrome, traitement du cuir, restauration de peinture. Ils ont parlé avec la révérence d'artisans abordant un travail sacré. Le président a gardé sa main sur l'épaule d'Harper. Ton papa était un homme bon, le meilleur d'entre nous, et nous l'avons laissé tomber en le perdant de vue, en n'étant pas là quand il avait besoin de nous. Mais nous sommes là maintenant. Nous sommes là pour toi et ta maman, et nous n'allons nulle part. Mais l'histoire était sur le point de prendre un tour que personne n'a vu venir. Parce qu'à ce moment exact à l'intérieur de la maison, quelque chose se passait. Quelque chose qui transformerait ceci d'une histoire de restauration et de fraternité en quelque chose de bien plus urgent. Quelque chose qui mettrait à l'épreuve chaque homme debout dans cette allée de manière qu'il ne pouvait pas anticiper. La mère d'Harper s'était réveillée et elle ne pouvait plus respirer du tout. Les moteurs étaient partis cet après-midi-là avec des promesses et des numéros de téléphone et l'assurance que quelqu'un viendrait les voir demain. Ils avaient chargé la Harley sur une remorque avec le genre de soins habituellement réservés aux artefacts inestimables. Ils avaient grondé en s'éloignant dans la rue, laissant derrière eux une enveloppe d'argent liquide supplémentaire glissée sous la porte d'Harper quand elle ne regardait pas, et le silence étrange et résonnant qui vient après que quelque chose de capital a pris fin. Harper était entrée avec assez d'argent pour les sauver. Elle s'était tenue dans l'embrasure de la porte de sa mère, la regardant dormir, serrant ses billets dans sa main comme s'ils étaient une fête d'espoir lui-même. La respiration de sa mère était toujours peu profonde, toujours laborieuse, mais Harper s'est dit que ça irait maintenant. Il pouvait se permettre le médicament. Il pouvait payer les médecins. Tout allait bien se passer. C'était l'après-midi. La nuit racontait une histoire différente. Harper s'est réveillé à un son qui a glacé son sang. Un son de halètement, un son d'étouffement, le son de quelqu'un essayant désespérément de tirer de l'air dans des poumons qui ne coopéreraient pas. Elle a bondi hors du lit, son cœur déjà battant, ses mains déjà tremblantes, une partie primale de son cerveau sachant déjà ce qu'elle allait trouver. Sa mère était sur le sol à côté de son lit. Elle a essayé de se lever, peut-être pour utiliser la salle de bain, peut-être pour prendre de l'eau, et ses jambes avaient lâché. Maintenant, elle gisait sur le tapis usé, sa poitrine haletante, ses lèvres teintées de bleu, ses yeux grands ouverts de panique, et la terrible compréhension que c'était mauvais. C'était vraiment, vraiment mauvais. Le cri de Maman Harper a déchiré sa gorge, brute et terrifiée. Elle est tombée à genoux à côté de sa mère, ses mains planant inutilement, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas comment arranger cela. Maman, s'il te plaît, respire. S'il te plaît. La main de sa mère a tendu, a trouvé celle d'Harper serrée avec le peu de force qu'il lui restait. Elle a essayé de parler, mais tout ce qui est sorti était un sifflement rauque. Sa poitrine montait et descendait en mouvements rapides et peu profonds qui semblaient douloureux. Ça avait l'air faux. Ça avait l'air de mourir. L'esprit d'Harper est devenu vide de terreur. Appeler le 911. Elle avait besoin d'appeler le 911, mais le téléphone était dans la cuisine et elle ne pouvait pas laisser sa mère. Elle ne pouvait pas. Et si elle arrêtait de respirer pendant que Harper était parti, et si c'était les derniers moments et Harper n'était pas là,
Elle avait 8 ans et elle regardait sa mère mourir et elle ne savait pas quoi faire. Puis quelque chose a cliqué dans son cerveau. Les motards, le président lui avait donné son numéro de téléphone, lui avait dit d'appeler n'importe quand, jour ou nuit, pour n'importe quoi. Mais son numéro était écrit sur un morceau de papier dans la cuisine et Harper ne pouvait pas partir et elle n'avait pas le temps et elle a couru. Elle a éclaté à travers la porte d'entrée dans la nuit. Ses pieds nus frappant le porche, ses poumons tirant de l'air pour crier à l'aide, pour réveiller les voisins, pour faire quelque chose, n'importe quoi. Et c'est là qu'elle les a vus. 2 motos garées au bout de sa rue sous le lampadaire. 2 hommes en gilets de cuir appuyés contre leur moto, parlant doucement. Ils avaient été là tout le temps, regardant, attendant, s'assurant que la file de leur frère était en sécurité pendant la nuit. Au secours! Le cri d'Harper a traversé l'obscurité comme un couteau. S'il te plaît, ma maman. La transformation a été instantanée. Les 2 hommes sont passés de détendus à pleine alerte en un battement de cœur. Les moteurs ont rugi à la vie. Les motos ont filé en avant, couvrant la distance jusqu'à la maison d'Harper en secondes. Ils n'ont pas posé de questions, n'ont pas hésité. L'un d'eux, un motard plus jeune avec des tatouages tribaux courant le long de ses bras, était déjà sur son téléphone avant que ses bottes ne touchent le sol. C'est Ghost. Nous avons besoin du président et de tout le monde proche. Maintenant, la mère d'Harper est en détresse respiratoire. L'autre motard, plus âgé avec une cicatrice traversant son sourcil, est couru devant Harper dans la maison. Elle l'a suivi, ses jambes à peine capables de suivre. Il a trouvé la mère d'Harper sur le sol et est tombé à genoux à côté d'elle, ses mains déjà en mouvement, vérifiant son pouls, levant son menton pour ouvrir ses voies respiratoires. Sa formation de des années comme médecin de combat dans une autre vie prenant le dessus. Elle reçoit à peine de l'oxygène, a-t-il crié. Nous devons la bouger maintenant. Ghost composait déjà de nouveau. 911. Oui, nous avons une urgence respiratoire critique. Il a donné l'adresse, sa voix calme et efficace malgré la situation. Femme, fin trentaine, patiente atteinte de cancer, difficultés respiratoires sévères, cyanotique. Nous ne vous attendons pas. Nous transportons nous-mêmes à l'hôpital général du comté. Avez-vous une équipe d'urgence prête? Il a raccroché et a regardé l'autre moteur. Snake, on est bon pour la bouger? Snake a hoché la tête. Nous n'avons pas le choix. Elle a des minutes. Pas les nôtres. Ils ont soulevé la mère d'Harper avec une efficacité exercée. Un à ses épaules, un à ses jambes, bougeant comme une unité. La mère d'Harper était à peine consciente maintenant, ses yeux roulant en arrière, sa respiration réduite à presque rien. Ils l'ont portée à travers la maison, à travers la porte d'entrée, en bas des marches du porche. Un camion s'était matérialisé. Harper ne l'avait même pas entendu arriver, mais il était là, un pick-up massif avec le siège arrière déjà dégagé. 2 autres motards étaient apparus de nulle part, l'un tenant la porte ouverte, l'autre étendant des couvertures sur le siège. Ils ont couché la mère d'Harper aussi doucement que possible. Snake est monté à côté d'elle, ses doigts sur son pouls, son autre main soutenant sa tête. Ghost, tu conduis vite mais en douceur. Harper monte devant. Harper s'est précipité sur le siège passager, tout son corps tremblant. Ghost s'est glissé derrière le volant et le moteur a rugi à la vie. Derrière eux, les 2 motos ont démarré, flanquant le camion. Nous n'attendons pas d'ambulance, a dit Ghost, ses mains stables sur le volant. L'hôpital général du comté est à 12 minutes. Nous pouvons le faire en 7. Il a démarré, les pneus crissant légèrement, et soudain il volait à travers les rues sombres du Texas. Les 2 motos sont restées proches, une devant, une derrière, leur lumière coupant à travers l'obscurité. Le moteur devant courait en interférence, ses signaux manuels avertissant le camion des virages à venir. Celui derrière surveillait leurs 6, s'assurant que rien ne les ralentissait. Sur le siège arrière, Snake parlait, sa voix basse et stable. « Reste avec moi. Tu m'entends?
reste avec moi. Ta fille a besoin de toi. Ta fille a marché 3 miles aujourd'hui pour te sauver. Tu n'as pas à l'abandonner maintenant. Respire, allez, respire. Harper s'est tordu sur son siège, regardant la poitrine de sa mère bouger à peine, regardant les mains de Snake travailler, regardant les lumières de la rue passer de plus en plus vite, alors que Ghost poussait le camion plus fort. Les feux rouges se sont transformés en suggestions. Les panneaux stop sont devenus des panneaux céder le passage. Les règles normales de la route se sont dissoutes face à la vie et à la mort, faisant la course contre la montre. Le téléphone d'Harper, serré oublié dans sa main, a commencé à vibrer, puis à vibrer de nouveau, puis à exploser de notifications. Tout le chapitre se mobilisait. La nouvelle s'était répandue à travers le réseau que les motards utilisaient, cette toile invisible de fraternité qui les connectait tous. Les membres qui étaient rentrés chez eux faisaient demi-tour. Les membres qui dormaient enfilaient des vêtements et prenaient des clés. Des membres dispersés à travers la ville convergeaient vers l'hôpital général du comté parce que l'un des leurs était en difficulté, parce que la fille de leur frère perdu avait besoin d'eux, parce que c'était ce que signifiait la famille. C'était ce que l'écusson sur leur gilet représentait. Non seulement rouler ensemble les jours ensoleillés, mais se présenter dans l'obscurité quand tout s'effondrait. Ghost a traversé une intersection en trombe, le klaxon retentissant. Une voiture a freiné en hurlant. Le klaxon en colère du conducteur mourant quand ils ont vu ce qui arrivait. Un camion massif avec ses feux de détresse clignotants, flanqué de motos, se déplaçant avec une telle détermination et rapidité que quiconque ayant du bon sens s'est écarté. 6 minutes, 5 minutes, 4. Presque là, a dit Ghost, sa voix s'est serrée. Tiens bon. À l'arrière, Snake parlait toujours, encourageait toujours, refusant toujours de laisser la mère d'Harper s'échapper. C'est ça. Petit souffle. Continue juste. Nous y sommes presque. Ils vont te réparer. Tu vas aller bien. Mais Harper pouvait voir son visage dans le rétroviseur, pouvait voir la tension là, la peur qu'il essayait de cacher, pouvait voir qu'il n'était pas sûr qu'elle allait s'en sortir. 3 minutes. 2. L'hôpital est apparu à la vue. Éclairé comme un phare, Ghost a visé directement l'entrée des urgences. Avant même qu'il ne s'arrête, les portes des urgences se sont ouvertes en grand et une équipe a déferlé. Infirmières, médecins, un brancard. Ils avaient été prêts. Ils avaient attendu. Mais ils n'avaient pas été prêts pour ce qui allait venir d'autre. Le personnel de l'hôpital n'avait jamais rien vu de tel que ce qui est arrivé dans leur cours cette nuit-là. Pas juste le camion et sa cargaison désespérée. Pas juste les motos le flanquant comme une garde d'honneur, mais ce qui est venu après. Ce qui arrivait déjà. Ce qui allait remplir leur parking et leur salle d'attente et transformer toute leur salle d'urgence en quelque chose qui ressemblait plus à une forteresse qu'à un hôpital. Les Hells Angels venaient tous, et ils ne partiraient pas avant que l'un des leurs soit en sécurité. Le personnel de la salle d'urgence s'est déplacé avec une efficacité exercée, tirant la mère d'Harper du camion, la transférant au brancard, déjà évaluant, déjà travaillant. Un masque à oxygène étalé sur son visage pour des lignes était en train d'être préparé. Un médecin aboyait des ordres à propos d'intubation et de gaz du sang et de préparation dans soins intensifs. Il bougeait comme un seul organisme. Cette équipe de professionnels de la santé qui avaient vu 1000 urgences et savaient exactement quoi faire. Mais même pendant qu'ils travaillaient, même pendant qu'ils précipitaient la mère d'Harper à travers ses portes automatiques, ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer ce qui se passait dans leur parking. Le grondement a commencé bas, lointain, puis plus proche, puis partout. Des motos ont afflué dans le parking de l'hôpital comme une inondation. 10 motos, 20, 50, 100. Elles continuaient d'arriver, leurs phares coupant à travers l'obscurité, leur moteur créant un mur de son qui faisait vibrer les fenêtres de l'hôpital. Ils ont rempli chaque espace disponible,
puis ont créé leurs propres espaces, s'alignant en formation, reculant avec une précision militaire. 250 Hells Angels sont descendus sur l'hôpital général du comté cette nuit-là, et le gardien de sécurité de nuit a jeté un coup d'œil à ce qui arrivait et a décidé que son niveau de salaire ne couvrait pas ce que cela allait être. Il a appelé des renforts, puis a appelé plus de renforts, puis a décidé de juste laisser faire parce que l'arrêter n'était pas une option. Les moteurs ont descendu par vagues. Ils ne se sont pas précipités, n'ont pas couru. Ils se sont déplacés avec un but, mais aussi avec respect, comprenant que c'était un hôpital, qu'il y avait des gens malades ici, que le chaos n'aiderait personne. Mais ils sont venus tous, laissant tomber tout ce qu'ils faisaient, laissant des dîners à moitié mangés et des lits encore chauds parce que l'appel était parti et vous n'ignoriez pas cet appel. Pas quand la famille avait besoin de vous. Ils ont pénétré dans la salle d'attente des urgences. La transformation a été immédiate et surréaliste. La petite salle d'attente avec ses chaises en plastique et ses magazines démodés et son éclairage fluorescent ressemblait soudainement au clubhouse d'un club de motards. Gilets de cuir partout, barbes et tatouages et bandanas, bottes qui avaient marché 1 million de miles, mains qui avaient construit et réparé et combattu et protégé. Les autres personnes dans la salle d'attente là pour leurs propres urgences, leurs propres crises, se sont pressées contre les murs, les yeux grands ouverts, incertaines de savoir si elles devaient être terrifiées ou fascinées. Un jeune couple avec leur bambin malade a serré leur enfant plus près. Un homme âgé avec un bras cassé a regardé ouvertement. Une femme qui avait pleuré à propos de quelque chose s'est arrêtée à mi-sanglot, sa bouche ouverte. L'infirmière de nuit au bureau d'admission a levé les yeux de son ordinateur et est devenue pâle. Elle a tendu la main vers le téléphone, probablement pour appeler la sécurité, mais le président s'est avancé, ses mains levées dans un geste pacifique. Sa voix était calme, respectueuse, mais portait une autorité absolue. « Madame, nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes. Nous sommes ici pour la femme qui vient d'entrer. Son nom est... » Il a donné le nom de la mère d'Harper. C'est la mère de cette petite fille. Il a fait un geste vers Harper, qui se tenait à côté de lui, sa main fermement serrée dans la sienne. « Nous sommes sa famille. Nous restons jusqu'à ce qu'elle aille bien. Nous serons silencieux. Nous serons respectueux, mais nous ne partons pas. » L'infirmière a regardé ce moteur massif, puis les 249 moteurs derrière lui, puis la petite fille aux joues striées de larmes et aux yeux terrifiés. Quelque chose sur son visage s'est adouci. Elle a hoché la tête lentement. « Je vois vos salles d'attente est au 3e étage. Vous ne pouvez pas tous tenir là-haut. »« Alors, nous tournerons, » le président a dit simplement. « Certains là-haut, certains ici, nous allons trouver une solution. » Et ils l'ont fait. Avec le genre d'organisation qui vient d'années à rouler ensemble, de coordonner des virées et des rassemblements et des événements, ils ont établi un système en quelques minutes. 20 hommes en haut dans la salle d'attente des soins intensifs. 20 de plus dans la principale salle d'attente des urgences. Le reste dehors, fumant, parlant doucement, surveillant. Chaque heure, il tournait. Personne ne s'est trop fatigué. Personne n'a été laissé seul. La rotation assurait que quelqu'un était toujours frais, toujours alerte, toujours là. Harper n'a jamais été seule une seule seconde. Elle s'est assise sur une chaise en plastique dans la salle d'attente des soins intensifs, entourée de géants en cuir qui se relayaient pour s'asseoir à côté d'elle. L'un lui apportait de l'eau. Un autre lui apporterait des crackers du distributeur automatique, même si elle a dit qu'elle n'avait pas faim. Un troisième s'asseyait juste avec son bras autour de ses épaules, ne disant rien, juste étant là, étant solide et réel, et la preuve qu'elle n'affrontait pas cela seule. Le président est allé au bureau de facturation et juste entré à 2 heures du matin et a trouvé qui était de service s'occupant des finances. Il a placé une carte de crédit sur le bureau. La femme derrière le bureau, d'âge moyen avec des yeux fatigués, et l'expression lasse de quelqu'un qui passait toute la journée à se battre avec les compagnies d'assurance, l'a regardé sceptiquement. « Je paye pour tout », a-t-il dit.
Tout cela, chaque test, chaque médicament, chaque jour à l'hôpital, chaque seule facture. Je me fiche de ce que ça coûte, monsieur. Je ne peux même pas vous dire quel sera le coût final avant. Je me fiche, a-t-il répété. Passez la carte. S'il y a un problème de limite, j'ai plus de carte. Nous avons plus de carte. Il a fait un geste vague vers la salle d'attente pleine de motards. Entre nous tous, nous le couvrirons. Elle ne paie pas un sou. Sa fille ne paie pas un sou. Tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance, nous le couvrons. Compris? La femme a cligné des yeux devant lui. En 21 ans de travail à la facturation hospitalière, elle n'avait jamais rien vu de tel. Qui êtes-vous, Jean? Le visage du président s'est adouci. Nous sommes sa famille. Son mari roulait avec nous. Il est mort et nous ne savions pas. Ne savions pas qu'il avait une femme. Ne savions pas qu'il avait une fille. Ne savions pas qu'ils avaient besoin de nous. Mais nous savons maintenant, et il aurait fait la même chose pour nous, n'importe lequel d'entre nous, sans question, sans hésitation. C'est ce qu'il aurait voulu. C'est ce que signifie la fraternité. Les yeux de la commise à la facturation se sont remplis de larmes. Elle a pris la carte avec des mains tremblantes et a commencé à traiter les documents qui finiraient par atteindre 6 chiffres. N'a pas importé. Les anges ont tout payé. De retour dans la salle d'attente des soins intensifs, Harper s'était endormi contre l'épaule de Snake, épuisé par la peur et le crash d'adrénaline. Il est resté parfaitement immobile, craignant de bouger et de la réveiller. Son bras tatoué autour de cette petite fille qui était devenue la fille de tout le monde en l'espace d'une seule journée. D'autres motards étaient assis à proximité, certains somnolents, certains lisant, certains juste regardant rien, traitant tout ce qui s'était passé. Les infirmières sortaient périodiquement avec des mises à jour. Chaque fois, chaque motard dans cette salle d'attente se levait. Un mur de cuir et d'anticipation et de peur à peine contrôlé. Les infirmières, qui avaient été intimidées au début par tous ces hommes à l'air rude, ont commencé à voir autre chose. On commençait à voir les larmes que certains d'entre eux essayaient de cacher. On commençait à voir la façon douce dont ils traitaient Harper. On commençait à voir la loyauté féroce et l'espoir désespéré et l'amour brut et honnête. Une infirmière, une jeune femme à peine sortie de l'école d'infirmière, est sortie après minuit avec une mise à jour. La mère d'Harper était stable, sous ventilateur, dans un état critique, mais vivante, se battant. Le soulagement qui a traversé cette salle d'attente était physique. Des hommes adultes se sont effondrés dans des chaises. Certains ont mis leur visage dans leurs mains. Certains ont regardé le plafond comme s'ils remerciaient un Dieu. Un motard a en fait fondu en larmes en sanglotant et 2 de ses frères l'ont juste tenu. Pas de jugement, pas de honte, parce qu'ils ressentaient tous la même chose. La jeune infirmière se tenait là, regardant tout cela, et sa voix a tremblé quand elle a parlé. Vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas? Elle et sa fille. Le président l'a regardée avec ses yeux fatigués, cerclés de rouge. Son mari était notre frère, et vous n'abandonnez jamais la famille. Il devait être un homme incroyable, l'infirmière a dit doucement, pour inspirer ce genre de loyauté. Il l'était, le président a répondu, et nous n'avons jamais pu dire au revoir, mais nous sommes là maintenant pour ces filles, aussi longtemps qu'elles auront besoin de nous. L'infirmière a souri, s'est essuyé les yeux, et est retournée à travers les portes des soins intensifs. Elle a dit aux autres infirmières ce qu'elle avait vu. La nouvelle s'est répandue dans l'hôpital. Les motards intimidants dans la salle d'attente sont devenus la famille dévouée veillant. Le personnel de nuit a commencé à leur apporter du café sans qu'on le leur demande. La sécurité a cessé de planer nerveusement et a commencé à hocher la tête respectueusement quand ils passaient. Même les médecins, initialement méfiants, ont commencé à voir ces hommes comme des alliés plutôt que des menaces. La mère d'Harper a survécu cette nuit-là. Et le lendemain et le jour d'après, lentement, graduellement, elle s'est améliorée. Le ventilateur est sorti.
Elle pouvait respirer seule de nouveau avec un support d'oxygène. Sa couleur est revenue, ses yeux se sont ouverts, et la première chose qu'elle a vue était Harper assise à côté de son lit, lui tenant la main, et derrière Harper, visible à travers la fenêtre des soins intensifs, une garde tournante de moteur qui avait été là chaque minute de chaque jour. Elle n'a pas compris, ne pouvait pas comprendre. Mais Harper l'expliquerait tout plus tard, lui raconterait à propos de la marche, à propos de la clé, à propos des hommes qui avaient connu son papa, à propos de la famille qu'ils avaient gagnée. Mais les anges n'avaient pas encore fini. Parce que sauver la mère d'Harper n'était que le début. Parce que les garder en vie n'était que le premier pas. Ce qui est venu ensuite prouverait que ce n'était pas juste une gentillesse momentanée, n'était pas juste une réaction émotionnelle à trouver la famille de leur frère perdu. Ce qui est venu ensuite prouverait que quand les Hells Angels disaient que vous étiez de la famille, ils le pensaient pour toujours. La mère d'Harper est rentrée à la maison 3 semaines plus tard, encore faible, mais respirant seule, encore fatiguée, mais vivante. Et quand elle a franchi sa porte d'entrée, soutenue par Harper d'un côté et Snake de l'autre, elle s'est arrêtée net. La maison était différente. La pile de factures qui avait vécu sur la table de la cuisine pendant des mois était partie. À sa place a dit une simple note, tout payé. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, guérissez juste. La vie d'expulsion avait disparu. Le poids écrasant de la dette qui avait pesé sur eux si longtemps avait simplement disparu, soulevé par des mains calleuses et des portefeuilles ouverts, et une fraternité qui ne comprenait pas le mot impossible quand il s'agissait de prendre soin des leurs. Le réfrigérateur, qui avait été principalement vide le jour où Harper a marché jusqu'au clubhouse, était maintenant rempli à ras-bord. Légumes frais, lait, œufs, pain, vraie nourriture, nourriture saine, le genre d'épicerie qu'il n'avait pas pu se permettre depuis des mois. Et cela n'a pas arrêté. Tous les quelques jours, quelqu'un se présentait à la porte. Parfois Ghost, avec son sourire tranquille et des sacs du magasin. Parfois un moteur nommé DSL, qui incluait toujours de la crème glacée pour Harper. Parfois des femmes, les épouses et petites amies des membres du club, qui apporteraient des casseroles et des câlins, et une compréhension que seules d'autres femmes pouvaient fournir. Le loyer était payé, non seulement pour ce mois-là, mais pour les 6 mois suivants. Les services publics qui avaient menacé de coupure étaient à jour, rattrapés, prépayés. Les factures médicales qui auraient dû les ruiner avaient été absorbées complètement. Payées en totalité par des hommes qui roulaient dans Harleys et portaient du cuir et semblaient des fauteurs de troubles, mais agissaient comme des anges. Harper est rentré de l'école un après-midi pour trouver des boîtes sur son lit. De nouveaux vêtements, de vrais nouveaux vêtements qui allaient et n'étaient pas des articles de seconde main. Un sac à dos, robuste et lumineux, avec des poches et des fermetures éclairs, et aucune des larmes que son ancien avait collectées. Fournitures scolaires, cahiers, crayons de couleur, tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin. Et plus, elle s'est assise sur son lit, entourée de tout cela, et a pleuré. Mais c'étaient des larmes différentes maintenant. Pas des larmes de désespoir ou de peur, mais des larmes de soulagement et de gratitude, et le sentiment accablant d'être vue, d'être prise en charge, d'être valorisée. Le président visitait souvent. Il s'asseyait à leur table de cuisine, buvant le café que la mère d'Harper avait fait, parlant de son mari, comblant les lacunes, racontant des histoires sur des virées qu'ils avaient faites et des problèmes dans lesquels ils s'étaient mis. Et l'homme que Harper avait connu son papa, mais ils avaient connu son frère. Il a rendu le père d'Harper réel de nouveau d'une manière que les photographies ne pouvaient pas. L'a rendu tridimensionnel. L'a fait vivre dans l'espace entre la mémoire et le présent. Un après-midi, il a assis Harper, sa mère à côté d'elle sur le canapé, toutes deux se demandant ce qui allait arriver. Il a sorti une enveloppe épaisse de papier, des documents d'allure officielle avec des sceaux et des signatures. « Nous avons établi un fonds de bourse, a-t-il dit simplement, pour Harper Tour complet. Quel que soit l'école où elle veut aller, ou qu'elle veuille étudier, aussi longtemps que cela prend,
premier cycle, deuxième cycle, école de médecine, si c'est ce qu'elle veut, tout est couvert. La main de la mère d'Harper est volée à sa bouche. Nouvelle larme. Il y avait toujours des larmes maintenant, mais les bonnes. Le genre qui venait de la joie plutôt que du désespoir. Vous ne pouvez pas. C'est trop. Vous avez déjà fait tant. Le président a secoué sa tête fermement. Ce n'est pas trop. C'est ce que son père aurait voulu, aurait exigé. Il a tout abandonné, et abandonné la route, et abandonné la fraternité pour s'assurer qu'elle avait un avenir. Nous nous assurons juste que son sacrifice a signifié quelque chose. Nous nous assurons qu'elle obtient chaque opportunité pour laquelle il a travaillé si dur pour lui donner. Vous n'êtes plus seul, a-t-il continué, les regardant toutes les deux maintenant, sa voix portant le poids d'une promesse qui ne serait jamais brisée. Votre famille, ce ne sont pas juste des mots. C'est un engagement à vie. Nous sommes là pour les sorties d'école quand vous ne pouvez pas venir. Nous sommes là pour les chauffe-eau cassés et les problèmes de voiture et l'aide aux devoirs. Nous sommes là pour les anniversaires et les remises de diplômes et chaque moment important. Nous sommes là pour les après-midi ennuyeux du mardi et les appels téléphoniques d'urgence de 3 heures du matin. Nous sommes là au point. La mère d'Harper ne pouvait pas parler, ne pouvait que hocher la tête et pleurer, et tendre la main pour prendre la main burinée et cicatrisée de cet homme dans les siennes, la serrant comme une bouée de sauvetage. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que le président avait attendu de leur montrer jusqu'à ce que la mère d'Harper soit assez forte pour faire le voyage. Il y a une chose de plus, a-t-il dit. Quelque chose que nous avons besoin que vous voyiez toutes les deux quand vous serez prêtes. 2 jours plus tard, ils se sont arrêtés devant le clubhouse. La mère d'Harper était encore faible, ayant toujours besoin de se reposer fréquemment, mais elle avait insisté. Ils sont entrés, Harper tenant la main de sa mère, toutes deux nerveuses et curieuses et incertaines de ce qu'elles étaient sur le point de voir. Et puis elles l'ont vu. La Harley était assise au centre de la pièce principale, surélevée sur une plateforme, éclairée comme l'œuvre d'art qu'elle était devenue. Le chrome brillait d'un éclat qui attrapait et projetait la lumière dans toutes les directions. La peinture était impeccable, d'un noir profond avec de subtiles paillettes métalliques qui la faisaient chatoyer. Le siège en cuir avait été entièrement restauré, doux et souple et parfait. Chaque boulon avait été remplacé ou poli. Chaque surface brillait. Ça avait l'air mieux que neuf. Ça avait l'air d'une résurrection. Mais c'était ce qui pendait au-dessus de la moto qui les a brisées toutes les deux. Une plaque en bois, sculptée à la main, teintée, sombre et belle. Le nom du père d'Harper en lettres grasses. En dessous, ses années de vie, trop peu, trop courtes. En dessous de cela, des mots simples. Frère, écrivain, père, héros. Autour de la moto, montée sur les murs, se trouvaient des photographies. Son père jeune et riant lors de sa première virée. Son père avec son brosse autour du président. Tous deux couverts de poussière de route et souriants. Son père travaillant sur cette moto exacte, clé à la main, concentration sur son visage. Son père portant ses couleurs, son gilet, son écusson, l'air fier et fort et vivant. Un mémorial, un sanctuaire, une promesse tenue. La mère d'Harper s'est effondrée à genoux, sanglotant. Le son qui est sorti d'elle était tout ce qu'elle avait retenu pendant 2 ans. Tout le chagrin, toute la perte, toutes les nuits solitaires et les jours impossibles, et les moments où elle avait pensé qu'elle ne pouvait pas continuer. Cela a coulé d'elle de manière tandis que des motards qui ne l'avaient jamais rencontrée se tenaient silencieusement, respectueusement, la laissant pleurer, la laissant guérir. Harper se tenait à côté d'elle, la main sur l'épaule de sa mère, fixant la moto de son père. Son nom, la preuve qu'il avait compté, qu'il avait été aimé, qu'il avait été plus que juste l'homme qui l'abordait la nuit. Il avait été un frère pour des hommes qui traverseraient l'État pour protéger sa fille. Il avait été important. Il avait été souvenu.
Mais Harper avait un moment de plus qui briserait chaque homme là. 3 mois sont passés. L'été s'est transformé en automne. La mère de Harper devenait plus forte chaque jour. La couleur revenant à ses joues, la lumière revenant à ses yeux. Elle a recommencé à travailler, à temps partiel au début, avec des anges offrant de conduire Harper à l'école les jours où sa mère avait des quarts de travail tôt. La vie a trouvé un rythme, une nouvelle normalité. Une construite sur la fondation de la fraternité et de la loyauté et le genre d'amour qui ne nécessite pas de lien de sang pour être réel. Harper est venue au clubhouse un samedi après-midi, sa mère à côté d'elle. C'était devenu une chose régulière, ces visites, parfois pour des barbecues où les moteurs feraient griller des hamburgers et Harper courait avec les autres enfants, enfants de membres qui étaient devenus ses amis. Parfois juste pour s'asseoir et écouter des histoires sur son père, collectant des souvenirs comme des pierres précieuses, construisant une image de qui il avait été au-delà du papa qu'elle avait connu. Mais aujourd'hui était différent. Harper avait quelque chose avec elle, quelque chose qu'elle avait tenu, quelque chose à quoi elle avait pensé pendant des semaines, quelque chose qui se sentait juste d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer, mais savait dans ses os était vrai. Elle a marché à travers la porte du clubhouse, passant devant la table de billard où plusieurs membres jouaient, passant devant le bar où Ghost servait des boissons, passant devant les photos et les souvenirs et l'évidence de décennies de fraternité. Elle a marché droit vers l'endroit où la Harley de son père était assise sur sa plateforme, brillant sous le projecteur, belle et sacrée et permanente. Le président était là, comme s'il l'avait attendu. Peut-être qu'il l'avait été. Il avait une façon de savoir quand des moments importants arrivaient. Un instinct construit à partir d'années à diriger des hommes qui vivaient par le sentiment et la loyauté plutôt que par des horaires et des plans. Harper s'est arrêtée devant lui. Elle était plus grande maintenant qu'elle ne l'avait été ce matin désespéré où elle avait marché 3 miles dans la chaleur. Son visage s'était rempli de repas réguliers et de l'absence de stress constant. Ses yeux, tout en portant encore l'ombre de tout ce qu'elle avait traversé, contenaient aussi quelque chose de nouveau, confiance, sécurité, la connaissance qu'elle n'était pas seule. Elle a fouillé dans sa poche et a sorti la même clé qu'elle avait serrée pendant 3 miles, la même clé qu'elle avait offerte avec des mains tremblantes à des étrangers qui sont devenus de la famille. La même clé qui avait tout commencé. Elle était assise dans sa paume, usée et familière. Le porte-clés en cuir doux par des années du toucher de son père et des mois du fait que Harper le portait comme un talisman. Le clubhouse est devenu silencieux. Les conversations se sont arrêtées à mi-phrase. Les queues de billard ont été posées. Tout le monde a compris sans mots que quelque chose de significatif se passait. Harper a tenu la clé en l'air, l'offrant au président. Sa voix, quand elle a parlé, était douce mais stable, claire, certaine, elle appartient ici. Le président a fixé la clé, ses mains cicatrisées par des années à travailler sur des motos et à vivre durement et à se battre quand nécessaire, ont commencé à trembler. Il a regardé Harper, cette petite fille qui était entrée dans sa vie et avait tout changé, qui avait ramené un frère qu'il pensait avoir perdu, qui leur avait rappelé à tous ce que l'écusson sur leur gilet signifiait vraiment. « Chérie, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion, c'est la clé de ton papa. C'est à toi. » Harper a secoué sa tête. « La moto appartient ici. Vous l'avez restaurée. Vous l'avez honorée. Vous nous avez protégés. Cette clé devrait être avec des gens qui le connaissaient, qui l'aimaient, qui se souviennent de lui tel qu'il était avant. Il était juste mon papa. » Elle l'a pressé dans sa main, fermant ses doigts autour. Le président a baissé les yeux sur la clé dans sa paume, et des larmes ont commencé à couler sur son visage, disparaissant dans sa barbe grise. Autour du clubhouse, des hommes adultes s'essuyaient les yeux. Certains n'essayaient même plus de le cacher. Le président a tiré une chaîne de autour de son cou, une simple chaîne qui tenait son médaillon de nom de route et un métal de rue Christophe que sa mère lui avait donné il y a 40 ans.
Il a enfilé le porte-clés dessus avec des mains qui ne se stabilisaient pas tout à fait, puis a abaissé la chaîne de nouveau sur sa tête. La clé s'est posée contre sa poitrine, juste sur son cœur, à côté des autres choses qu'il n'enlevait jamais. « Je ne l'enlèverai jamais », a-t-il chuchoté. « Tu comprends? Jamais. Ceci reste avec moi jusqu'au jour où je meurs, et ensuite ça sera enterré avec moi. » Harper a hoché la tête, des larmes coulant maintenant sur son propre visage. Elle s'est avancée et a enroulé ses bras autour de la taille du président. Cet homme massif qui était devenu un grand-père et protecteur est l'incarnation de l'héritage de son père. Il l'a tenu serré, une main sur l'arrière de sa tête, l'autre serrant cette clé contre sa poitrine. « Mon papa serait fier, vous êtes ma famille maintenant », a dit Harper dans son gilet. La voix du président s'est brisée complètement. Il regarde, chérie, et il sait. Il sait que nous t'avons trouvé. Il sait que nous te gardons en sécurité. Il sait que sa petite fille ne marchera plus jamais seule. La clé qui a commencé une marche de 3 miles a fini autour du cou d'un homme qui protégerait Harper pour la vie. Ce morceau de métal qui avait autrefois été juste un outil pour démarrer un moteur était devenu quelque chose d'entièrement différent. Un symbole, une promesse, une connexion entre passé et présent, entre un père qui avait aimé sa fille assez pour quitter ses frères et des frères qui aimaient leurs membres tomber assez pour prendre soin de sa fille pour toujours. Autour d'eux, le clubhouse se sentait sacré, saint de la manière dont les lieux deviennent quand quelque chose de vrai se passe à l'intérieur d'eux. Quand l'amour est témoigné et honoré et rendu permanent. Mais Harper avait une chose de plus à dire. Des